Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. Est-ce que l'on peut rire de tout ? En tout cas, c'est la question que je me suis posée quand je suis allé voir le spectacle de Mamary. Mamary, c'est une comédienne, une comique, qui parle de beaucoup de sujets qui la concernent. Le fait qu'elle ait été internée en hôpital psychiatrique, le fait que sa famille ait vécu un génocide, le fait que elle a vécu aussi un inceste. Et vous verrez, en fait, beaucoup de sujets. Donc déjà, je vous informe que ce podcast concerne tous ces sujets. Donc s'ils sont trop sensibles pour vous, ne l'écoutez pas, évidemment. Mais vous allez voir qu'on l'aborde toujours avec beaucoup de légèreté, sans nécessairement couper la gravité des faits. Et c'est ça que je trouve assez particulier, intéressant dans cet épisode. Vous allez l'entendre, j'espère que ça va vous divertir, j'espère que ça va vous plaire. Pas que vous divertir, mais aussi vous faire réfléchir, tout simplement. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Mamary. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci de m'accueillir. Dans cette chaleur estivale. T'as plus chaud que moi, visiblement. Moi j'ai chaud. On fait tourner le ventilateur, mais j'ai chaud. On va parler de ton histoire, on va parler de ton spectacle. L'idée pour moi, c'est de mieux comprendre, et peut-être pour les gens qui nous connaissent, qui nous écoutent, qui nous connaissent, non, qui nous écoutent, de mieux te connaître. Et peut-être, je fais jamais cette question en général, donc les gens qui nous écoutent le savent, mais toi tu ne le sais pas. Est-ce que tu peux te présenter ? Parce que je sais pas comment te présenter et comment pas tout divulguer en même temps, donc c'est pour ça parce que j'ai trop d'identités multiples. Je suis Mamary. Ouais. J'ai 30 ans et demi, comme j'aime bien le dire. Je suis humoriste, chroniqueuse, autrice. Voilà, j'écris plein de trucs, principalement des vannes. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je sais pas. Non, c'est pas mal. Mais c'est souvent un truc qui révèle comment on se perçoit, comment on décide de se présenter, quoi. D'ailleurs, tu parles de ton boulot, tu vois. Ouais, voilà. Par exemple. Je me définis par mon âge et mon métier. Donc, de toute évidence, voilà. Ouais. Mais pas du tout dans ton spectacle. C'est vrai. Dans ton spectacle, tu te présentes pas du tout comme ça. Non, moi, dans mon logique. spectacle, alors je sais plus comment je me présente exactement dans mon spectacle, mais en tout cas dans les comédie clubs, j'arrive et je dis je suis allée en hôpital psychiatrique enchantée. Et c'est la première info que je donne sur moi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai envie de me présenter au monde dans ces moments-là. Comment t'as fait le choix qui est pas si évident en fait, d'utiliser des choses qui peuvent être, pas qu'on pourrait te reprocher, mais en tout cas dont tu pourrais potentiellement avoir honte, on va dire. Ouais, qui pourraient être stigmatisées. Des trucs stigmatisants, exactement, c'est le bon terme. Pour décider de les mettre en avant et d'en faire une force. Parce que ça, je pense, pour tous les gens qui nous écoutent et qui se disent ouais, mais moi je suis comme ci, oui, mais moi je suis comme ça, sur des choses qui sont pas nécessairement aussi, intenses que d'aller en hôpital psychiatrique. Comment tu décides d'en faire une force ? En fait, parce que t'as bien fait de parler de la honte, en fait, mais moi, c'est quelque chose qui m'enfermait énormément. Et je me suis dit, en fait, soit je reste dedans et je fais semblant d'être quelqu'un d'autre, mais je me sens mal tous les jours. Soit j'arrive et je le dis en premier, limite, comme ça c'est fait, quoi, et on crève l'abcès. Donc j'ai un peu ce truc de pied dans le plat, de m'imposer, et comme ça je vois directement si on m'accepte pas, quoi, plutôt que de me dire peut-être que. Et en fait, pendant des années, moi j'ai été dans des amitiés ou des trucs comme ça où j'avais un peu une fausse personnalité et où je me disais mais quand on découvrira qui je suis vraiment, ça va mal se passer. Mais en fait, c'est vivre dans une anxiété permanente. Et là, maintenant, je me présente comme je suis, ça fait un tri très vite. Et comme ça, au moins, j'ai moins à angoisser, parce que sinon, je l'ai tout le temps à l'esprit et ça
pompe de l'énergie, c'est fou quoi. Et puis l'humour, ça permet ça en fait. De jouer de ses défauts, de ses failles. Je trouve que c'est une discipline d'acceptation en fait. On va rarement voir des humoristes parfaits qui ont honte de rien. Je trouve que c'est ça le taf des humoristes, de nous déculpabiliser quoi. Ouais, j'entendais un épisode de Esther Perel avec comment il s'appelle. Toi, tu connais pas Esther Perel, si? Non. Non, voilà. Enfin, je commence par le nom que tu connais pas. C'est drôle. Ouais, non, mais je veux bien découvrir. Par contre, Esther Perel, c'est genre la thérapeute de couple la plus connue au monde, tu vois. Okay, vraiment, elle est genre très, 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 très connue. Ok. Et elle est belge, et c'est étonnant parce que elle parle parfaitement français, du coup, parce que c'est sa langue, voilà. Mais elle est pas connue en France. Okay. Et c'est hyper chelou parce que elle est passée, enfin, je veux dire, elle fait des conférences avec Michelle Obama, elle est passée, je sais pas combien de fois. Chez comment ça s'appelle, tu sais, la grosse présentatrice américaine de télé, Oprah Winfrey. Ouais. Enfin, tu vois, c'est vraiment genre une super grosse célébrité. Et la France, et elle non, est genre chamée sur le compte. Enfin, tu vois, si les gens ont des histoires de problèmes dans sa relation de couple, bref, ben, tu vois, c'est genre la papesse du bordel. Ouais. Et les gens la connaissent pas. Et bref, elle faisait un épisode avec Trevor Noah, parce que évidemment, donc c'est Trevor Noah qui l'invitait, hein. Ouais. C'est faux, tu vois, juste pour remettre ouais. Donc tu vois, elle est limite plus connue que Trevor Noah, tu vois, d'une certaine manière. En tout cas, pour un certain nombre de personnes. Et il discutait de ça et il disait, en fait, une histoire où tout se passe bien, il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire que si tu dis, je suis allé manger au restaurant, j'ai poussé la porte, je me suis assis, j'ai mangé, c'était bon, j'ai payé, je suis rentré chez moi. Et ben c'est super. Ouais. Et donc... Bravo à toi. Ok. Tu vois, il n'y a pas d'histoire. Et en fait, forcément, il faut qu'il y ait de la friction. Ouais. Pour qu'il y ait une histoire. Et donc, toi, pour le coup, t'as pas mal de friction. Ah, il y en a de la friction. Il y a l'électricité. J'arrive pas à le dire. De l'électricité statique, carrément, tellement il y a de friction. Mais ouais, ça fait des choses à raconter, quoi. Et juste pour revenir sur le fait de t'accepter comme tu es, est-ce que t'as eu un moment où tu t'es dit, en fait, fuck it, j'en ai marre de jouer un personnage dans mes dynamiques. Je parle pas de spectacle, hein, je parle vraiment de la vie, tu vois. Ou ça t'est venu assez tôt et tu t'es dit, en fait, j'ai envie d'assumer qui je suis. Non, j'ai eu vraiment, j'ai eu un moment, voire plusieurs, où je me suis dit, mais en fait, ça te correspond pas. Moi, j'ai une approche à la dépression, parce que c'est ça qui m'a amené en hôpital psychiatrique, une dépression sévère, qui est que j'ai l'impression que je tombe en dépression à chaque fois que j'emprunte une route qui est pas moi. Et que j'essaye de me conformer, mais en fait ça me puise tellement d'énergie que mon corps il dit toi tu vas où tu veux, moi je t'accompagne pas en fait. Non mais un truc comme ça où justement à chaque fois que j'essayais de me plier à des normes ou même juste d'avoir une autre personnalité que la mienne, ça me pesait très très vite. Donc je ressens là actuellement, pas à l'époque bien sûr, beaucoup de gratitude en fait pour cette faible tolérance à l'inauthenticité, si ça existe. Si ça existe carrément. Et donc voilà, il y a eu un moment de ma vie adulte où je me suis dit mais en fait, si t'es pas toi-même et que tu fais pas en sorte de t'épanouir tel que tu es réellement, potentiellement tu vas crever. Okay. Donc très vite, le choix est fait. Et donc, alors, il y a plusieurs questions que j'ai dans ma tête là. La première, c'est la capacité à écouter ton corps, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que c'est venu par le corps. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Alors, c'est venu par le corps, mais en fait, la capacité à écouter mon corps, c'est quand j'arrive plus à sortir de mon lit carrément et qu'une douche, ça devient une grosse épreuve. Donc, j'aurais aimé avoir une plus grande capacité à écouter mon corps un peu plus tôt. ce que j'ai maintenant. Maintenant, je sais me reposer et tout. Je sais sentir quand je suis contrariée, avant que ma tête me dise, c'est mieux de crever, non? Non, mais avant, c'était la manière que mon corps avait de me dire je suis fatiguée ou j'aime pas ci. C'était vraiment très vite des idées suicidaires, mais parce que en fait ça faisait des semaines et des semaines que je supportais des trucs qui m'allaient pas et où je voyais pas les signaux, alors que là maintenant je peux voir plus tôt
des trucs genre là je me sens pas respectée, ou là je suis fatiguée, je mets trop de choses dans mon emploi du temps, donc j'ai pu en arriver à des extrêmes comme ça quoi. Mais C'est oui, mieux. avant mon signal c'était ça fait 4 jours que je me suis pas douchée. Ok, ça va pas bien peut-être. Ouais, peut-être qu'il y a un truc. On va changer quelque je sens qu'il y a un chose. truc. Ouais. Et tu dirais que c'est l'inauthenticité qui t'a amené à la dépression ou... En tout cas, l'extrême adaptation, quoi. Ouais. Aux normes, au monde, à ce que mes parents pouvaient vouloir de moi, ou ce que j'interprétais qui voulaient de moi. Et donc, c'est vraiment ce truc-là de vivre loin de soi qui faisait que, en fait, je me remplissais pas en énergie quoi, parce que au final ce qui nous donne de la force, de l'élan au quotidien, de la force vitale, c'est de faire des choses un minimum épanouissantes. Et en fait moi je faisais des études qui me plaisaient pas du tout. Tu faisais quoi? Des études de pharmacie. Ok. Alors c'est intéressant. Ok, On passe le les bonjour. femmes, On passe le bonjour à tous les pharmaciens. Les pharma là c'est bon, ok. Je parle de moi. Non, mais parce que ça me correspondait pas du tout, parce que je voulais même pas faire une filière scientifique à la base. Oui. Quand j'étais au lycée, ouais, je voulais faire L. Ça n'existe plus aujourd'hui. Non, on est vieux. Mais... Ouais, surtout moi, mais bon. Mais ouais, là, je me sens comme quand j'étais petite et que j'entendais les gens qui disaient bac G et tout. J'étais là aussi. Non, je crois que ça a changé l'année où j'ai passé le bac. Ah ouais? Ok. Faut te dire à quel point je suis direct, vieux, quoi. Tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, je voulais faire une filière littéraire, et en fait, ma prof de physique-chimie m'a convoquée pour dire que ça serait une perte, que je m'en aille pour le monde scientifique. Mais ouais. Et du coup, ouais, j'ai fait une filière scientifique, et ensuite je commençais à dériver, en fait, déjà de moi-même, parce que une fois que tu passes ton bac en filière scientifique, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire pour me rendre utile? Et donc, il y avait rien qui m'intéressait. Mes parents voulaient que je sois médecin. Je me suis dit, ok, je vais essayer d'aller en médecine. J'ai glandé 2 ans. Enfin, un peu travaillé quand même, J'imagine. mais voilà, j'étais pas intéressée. J'ai eu le concours. Je sais pas si c'est une chance au final. J'ai beaucoup dit que c'était une chance, je sais pas, parce qu'au final, moi je trouve ça cool d'échouer, parce que comme ça te redirige vite quoi. Et moi j'ai mis beaucoup de temps en fait à sortir de cette voie-là, parce que ça fonctionnait un petit peu, donc on est dans ce truc on continue le compromis jusqu'à être au pied du mur quoi. Et après bon, je me suis viandée à un moment où j'ai beaucoup redoublé tout ça, mais je suis contente en fait de m'être viandée, parce que la vie m'a dit, c'est pas ta route ma petite, là. Arrête d'essayer en fait. Et t'écoutes cette voix à chaque fois quand tu vois que ça veut pas y aller, tu te dis peut-être que c'est pas le bon chemin. Avant je mettais beaucoup de temps à l'écouter, je fonçais dans des murs, je voyais que c'était un mur, je reprenais du recul en me disant je vais le percer. T'as vu le bélier voilà quoi. Ouais. Et petit à petit je me suis dit que je pouvais l'écouter plus tôt. Donc aujourd'hui j'ai le sentiment que je m'écoute beaucoup, ce qui me fait un truc inverse de par moment, quand je suis pas des voix conventionnelles, du coup j'ai des petits coups de flip de mais si j'étais en train de me tromper, parce que je regarde derrière moi et genre il y a personne qui fait comme moi quoi. Ouais. Mais au final je trouve que ça finit par payer, et puis j'essaye de m'engager à aller au bout des choses avant d'abandonner quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Déterminé quoi. En fait, j'ai l'impression, dans ce que j'entends en tout cas, que t'as une personnalité hyper déterminée. Obstinée peut-être. Ça va ensemble. C'est ça va ensemble. De temps en temps, tu vois, mais des fois, oui, un peu trop déterminé peut-être. Mais du coup, ça a des côtés positifs. Ouais. Oui. Que tu lâches pas l'affaire. Ouais, en effet. Mais de ce que j'entends aussi, ta construction de être entre guillemets une bonne fille, j'imagine que ça date pas de la première et de ta prof de maths, tu vois, ou ta prof de physique. Ça, je pense que c'est une construction qui... Ouais, ça date pas de là. Et puis, t'as vu le spectacle. Yes. Il y a un moment, je parle de
mon père, j'ai une bonne note et il me dit tu rends fière l'Afrique. Et donc ce truc de rendre fière l'Afrique, quoi. De pas la décevoir, d'avoir des parents en fait qui ont survécu à un génocide, qui nous ont sauvé la vie, il y a un peu un truc de bah t'as pas intérêt à déconner et puis tes petits trucs de caprice de non mais en fait je suis une littéraire. Ça va. Reviens sur terre. ouais, j'ai beaucoup vécu pour que mes parents soient heureux quoi. C'était j'allais dire c'était important pour moi, non mais pour moi il y avait que ça en fait. Bah, c'est normal. Je me disais il faut que leur sacrifice ait de la valeur parce que je les ai vus galérer beaucoup. Leur diplôme quand ils sont venus ici avait plus aucune valeur, donc ils ont tout reconstruit, ils se sont vraiment beaucoup battus pour qu'on ait une belle vie, ils nous offraient plein de trucs alors que je voyais que c'était la galère. Donc il y a un truc comme ça de peut-être mes besoins je vais les mettre de côté quoi. Et donc ouais, je me suis construit avec ça jusqu'au moment où ça a plus du tout fonctionné. Oui, pour toi. Bah, jusqu'à la psychiatrique quand même. Ouais, enfin, ouais. T'as poussé le bouchon. Genre déterminé. Ouais, je l'ai poussé très loin. Vraiment déterminé. Ouais. Après, on reviendra à cette histoire d'hôpital psychiatrique parce que je suis curieux de comprendre ce qui t'y a emmené. J'imagine que c'est plein de choses. Ouais, c'est juste, multifactoriel, ouais. La détermination tu vois, et de vouloir plaire aux autres. Tu vois. Et ben voilà, bam. Je vais revenir sur cette sorte de génocide. D'ailleurs, on parle de sujet. En fait, mais tout le spectacle, c'est ça. Et c'est vraiment, tu vois, le sujet, c'est peut-on rire. Enfin, moi, ce que je t'ai dit quand t'es arrivé, c'est peut-on rire de tout, parce qu'en fait, tu parles de sujets qui sont genre hyper graves. Et tu fais des blagues dessus, quoi. Donc, que ce soit l'hôpital psychiatrique, le génocide, et plein d'autres sujets dont on va parler là. Ouais, et puis ça s'appelle Trop drôle pour mourir, en fait. Hein. Donc, ça, je pense que ça annonce assez vite. La dualité entre des sujets lourds et le fait que c'est de l'humour, quoi. Mais... Comme ça, on peut. Donc la question, c'est peut-on rire de tout selon toi? Oui. Sans doute que oui. Non. Alors non, pas du tout. Non. Moi, je trouve qu'il faudrait faire attention, en fait. Non, mais j'espère qu'on peut rire de tout. Je pense que oui. Je pense que n'importe quel sujet peut être abordé en humour. Après, est-ce qu'on peut être drôle sur tout? Ça qui est différent. Est-ce que tout le monde peut être drôle sur tout? Ouais. Et aussi, un truc que j'ai entendu et j'ai trouvé ça hyper intéressant, il y a une question de cadre. C'est-à-dire que de faire une blague sur une scène dans un comedy club, c'est pas pareil que de faire une blague avec des gros guillemets, là je les montre à la vidéo, une blague dans le métro, quoi. Tu vois, c'est pas pareil. Parce que... Et ça dépend qui l'a fait aussi. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, l'humour, ça dépend beaucoup du contexte. Et en fait, ce cadre-là dresse un contexte de nous sommes en train de jouer, c'est pour de faux. Alors que, quand on l'a fait dans le métro à quelqu'un qu'on connaît absolument pas, c'est qui lui, il me veut quoi, c'est quoi son intention, enfin, pourquoi il me parle? En fait, à la base, je voulais juste aller au taf. Donc le contexte c'est important en humour et c'est ça, je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas autour de tous les débats qu'il y a en humour, c'est que souvent ce qui n'est pas très clair chez certains humoristes qui font des vannes sur des communautés qui sont déjà stigmatisées, tout ça, c'est le contexte n'est pas clair, quelle est leur intention, pourquoi, enfin c'est ce truc là qui leur manque parfois, parce que pour eux, en fait, c'est pas grave de faire ces vannes-là, mais il leur manque peut-être du contexte sur la réalité de ces personnes-là qui en reçoivent 12 000 dans la journée. Mais en réalité, les sujets, on peut parler de tout, on peut rire de tout, et en fait, faut juste trouver la porte d'entrée et l'angle, quoi. Donc de vue, parce qu'il y en a qui sont vus et revus aussi, et du coup, c'est plus marrant. Ça fait penser à... Du coup, je fais le lien, attention, entre comique, génocide, ça fait penser à Guillaume Meurice. Je me suis dit, qui Du coup, où est-ce qu'il va et on parle de Guigui. Guillaume, qui est venu aussi sur ce podcast. Ouais. Avec qui je travaille, je sais pas si tu sais. Ah non, je savais pas. Ouais, je suis dans l'émission la dernière sur Radio Nova. Je fais des chroniques, ouais. Ouais, on était au Théâtre du Châtelet. D'accord. Trop bien, avec Sama, du coup. Hein? Avec Sama Karaki. Oui, elle est géniale. Bah oui, je l'adore. Je la connais très bien. Je l'adore. Elle est venue 2 fois sur ce podcast.
bah voilà. 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 Il y a pas de hasard, Et en d'ailleurs, fait. je les ai connectés, en fait, à la petite histoire, c'est que j'ai créé le petit lien entre les deux. Ok, trop bien, trop Voilà. bien. Bah, merci d'avoir créé Mais ce elle est lien-là, géniale. parce Elle est que géniale. de l'entendre, c'est tellement... Elle est brillante, elle est Ouais. drôle, enfin, Ouais. voilà. En plus, quand Ouais, tu la ouais. connais perso, je pense que Ouais. tu l'adores encore plus. Voilà. On les embrasse tous les deux. Tout à fait. Du coup, j'allais te poser la question, mais j'imagine ta réponse. Qu'est-ce que tu as pensé de son événement à lui à France Inter, c'est-à-dire cette blague Ouais. sur un génocide, Ouais. et il se fait sortir, Ouais. même s'il a été jugé, en l'occurrence non coupable, il se fait sortir En de plus, France Inter. ouais. Bah, c'est hyper lâche de la part de France Inter. Déjà, à cette époque-là, c'était lâche et injuste. Mais là, encore plus, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte de l'impact de ce génocide et de la cruauté de Netanyahou. Et en fait, je pense qu'ils doivent se sentir ridicules, quoi, à France Inter là-dessus. Je me dis, en fait, en fait, c'est eux qui ont fait une assimilation entre guillemets entre Netanyahou et les Juifs. Alors qu'en fait, non, c'était pas ce qu'ils disaient. Oui, non, mais c'est ça. Il parlait d'une personne. Il parlait pas des Juifs. Et c'est ça, très dangereux exactement. de faire ces assimilations. Exactement, mais c'est encore une fois se tromper sur ses intentions et puis aussi, moi je pense manquer de, je sais pas si c'est d'éthique ou quoi, mais il y a un truc où je trouve hypocrite de faire la renommée de sa radio sur les humoristes, la liberté d'expression, la liberté de ton. Et en fait, une fois que quelque chose de clair est dit et de drôle, parce que quand même à ce moment-là, ça a suscité des rires, finalement se désolidariser et je sais pas. Oui, je trouve ça hypocrite, nul. Et puis ça dit en fait un grand truc, je pense, de la situation politique aussi en France, parce que il y a un côté comme ça. On ne se mouille pas trop, on ne sait pas de quel côté ça va tourner. Nous, on ne prend pas parti, on verra. Donc il y a un truc égoïste de lui on tège, mais en fait au final on se mouille pas pour les personnes opprimées, pour la gauche, pour tout ça. Voilà. Et ça a des conséquences après au macro. On va revenir sur le Rwanda. Ouais. Une question bête bête. En tout cas, je sais pas si bête, mais sans doute. Comment on dit maladroite? Non. Peut-être maladroite. Non. Tu sais, tu me prépares et je suis là genre ok. Non, tu vas me dire Hutu Tutsi? Tu veux? Alors attends, toi t'étais de quel côté? Mais je peux répondre en plus parce que c'est pertinent non, c'est pas la politiquement, mais c'est pas la question. Non, la question c'est plutôt comment on vit le fait d'être issu de survivants d'un génocide. Tu vois, parce qu'en fait, on entend beaucoup quand on parle de génocide, évidemment, on parle souvent de la Shoah en France. La majorité des gens que je connais qui sont descendants de survivants d'un génocide, c'est évidemment des personnes juives. Et moi, personnellement, je connais pas de Rwandais, tu vois, ou de personnes descendantes du Rwanda. Et j'en profite du coup pour te demander ça, tu vois, c'est comment on vit ce phénomène, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que j'ai du mal même à l'exprimer finalement. Toi, tu n'as pas vécu le génocide parce que tu n'y étais pas. J'avais 6 mois et demi, quoi. Oui. Donc, je pense que et donc, de quoi tu te souviens? Très peu de chance. Mais comment on vit parce que ça a un poids, tu vois, ce que ça rien que le fait que ce que ton père te disait, l'impact que ça a eu sur toi, mais je serais très curieux de comprendre le poids que ça a eu sur toi ou l'impact que ça a eu sur toi d'être descendante de survivants d'un génocide. Ou peut-être pas, hein, j'en sais rien. Je pense que ça pose beaucoup de questions existentielles, quoi. Ouais. Je sais pas si c'était juste moi ou tous mes frères, parce qu'on a assez peu parlé de ça finalement entre nous. Mais moi, ça m'a posé beaucoup de questions
sur la valeur que ça avait d'être en vie, pourquoi, comment, enfin donc tout ça. Ensuite il y a un truc qui s'appelle le complexe du survivant. D'accord. C'est justement cette culpabilité en fait pourquoi d'être moi en vie, pourquoi moi, et donc et aussi pourquoi moi j'ai la chance que mes parents n'ont pas eu, quoi, parce que eux ils ont été abîmés par tout ça, et donc pourquoi moi je suis la petite fille protégée pour qu'ils se battent, enfin pourquoi ils s'accordent pas plus de temps pour eux-mêmes, pour leurs besoins, pour tout ça. Donc il y a un côté comme ça où je pense que ça met beaucoup le focus sur les autres et sur leurs besoins, parce qu'en fait moi c'est bon. Moi Et on en revient au premier sujet. Moi déjà en fait c'est bien connecté, sûr, hein, bien c'est sûr, bien genre sûr. bon, enfin moi déjà je suis en vie, j'ai à manger, je suis en France, enfin Ouais, j'ai pas il y a besoin- tout je ce peux- truc j'ai pas à me plaindre. là, ouais. Donc ouais, c'est ça, j'ai pas à me plaindre. C'est exactement ça. Ouais. Parce que même si je crois pas que mes parents m'aient reproché de me plaindre ou quoi, mais de moi-même, il y a une autocensure comme ça où je me dis bah ça serait indécent, quoi, de me plaindre de quoi que ce soit, en fait, peu importe le sujet. Et puis ensuite je pense quand même que ça donne une force, parce que moi j'ai regardé mes parents comme des super héros, quoi. Ah ouais, j'imagine. Il y a ce truc de ils ont fait tout ça, et pas que pour eux-mêmes, parce qu'ils ont aidé aussi d'autres personnes, et donc il y a un côté comme ça d'admiration où on se dit aussi je ne serai jamais au niveau. Il y a un côté comme ça aussi. Parce que moi je l'ai regardé, enfin parce que non seulement ils ont survécu au génocide, ils nous ont sauvés, mais mes parents c'est des personnes brillantes. Ma mère c'était la seule femme dans son université, que d'ailleurs mon père a réussi à choper. Beau gosse. Beau gosse. J'avoue. Mais donc mes deux parents sont brillants académiquement, et donc il y a un côté comme ça, une barre très haute, et de l'admiration, quoi, mais aussi beaucoup d'inquiétude, parce que on se dit il y a quand même quelque chose qui colle pas. Pourquoi il y a jamais de faille comme ça? Pourquoi je sais pas comment dire. Prends ton temps. Tu peux mettre une pause, un silence. C'est vrai. Oh, je veux absolument parler. Mais oui, il y a un côté qui colle pas, parce que beaucoup de rire, beaucoup de générosité, beaucoup de résilience, de vie, de tout ça. Et en même temps, on se dit non mais ça a dû être dur, quoi. Et pourquoi ça je le vois jamais, je l'entends jamais. Et vous en parlez pas, c'est ça que tu disais. C'est ça qui est fou, même entre frères en tout cas. Pas tant, en tout cas avec mes frères. J'ai 4 frères, je suis la seule fille. Et avec mes frères, on n'en parlait pas tant. Et puis mes parents, ils nous en parlaient, mais avec des anecdotes marrantes. Donc on en vient à ce truc de l'humour qui peut être à la fois quelque chose qui nous permet de casser des tabous, mais aussi parfois de porter un masque, quoi. Donc j'allais dire, tu penses que ça sauve de tout, l'humour? Non, je crois pas. Malheureusement, je crois pas, parce que dès que je pense à ça, je pense à de grands humoristes qui ont eu plein de problèmes. Je pense à Jim Carrey, par exemple, que j'adore, et qui pour le coup est très abîmé, très triste. Je connais pas, j'avoue, est je marqué connais, par je ça. connais pas la Enfin, vie de il a fait Jim beaucoup Carrey. de dépression, Jim c'est Carrey. vrai? Je savais Ouais. Et là, maintenant, il est en mode méditation et tout. C'est ça, j'ai vu, j'ai vu. Machin, mais il y a quand même une très grande mélancolie.
Robin Williams qui est un grand acteur qui a été humoriste aussi, il me semble. Je pense. Enfin, je suis pas sûr, mais je pense que oui. En tout cas, il a joué dans beaucoup de comédies. Ouais, c'est sûr. Qui est décédé des suites d'une dépression, il me semble. Et il y a un truc comme ça où en tout cas les grands, il y a beaucoup de grands humoristes, de figures de l'humour qui vont pas si bien. Donc c'est la preuve que ça sauve pas. Mais après, est-ce que c'est le métier d'humoriste ou est-ce que c'est l'humour? Ça permet de maintenir en tout cas, peut-être. En fait, c'est ça. Ça permet de maintenir. Mais comme je disais sur les échecs et que le fait de pas trop se viander, ça fait rester dans des situations dures. Et là, pareil. T'as un outil qui te permet de survivre parfois dans des conditions hyper toxiques et qui en fait t'endommagent profondément. Donc, je sais pas. Peut-être les gens pas marrants. Ils restent moins dans des trucs toxiques, ils sont là genre mais ça va pas ici. Je sais pas. J'en sais rien. Hein. Mais je suis pas hyper drôle, donc je me dis putain, merde, je vais vivre super longtemps. Yes, t'as l'air d'aimer rire au moins. Ouais, non mais c'est un outil de survie en fait. Ouais. C'est un outil de survie mais pas de vie. Ok, je comprends. Est-ce que merde, du coup j'allais faire une blague mais tu sais quoi, je vais niquer ma blague parce que je me souviens plus de son nom. Ah. Tu sais le chanteur hyper connu dont te parle dans le spectacle. Corneille, voilà. Ah. J'allais dire. Mais alors du coup quand on est survivant, est-ce qu'on écoute beaucoup Corneille? Mais j'ai niqué ma blague parce que je me souvenais plus de son nom. J'étais là depuis tout à l'heure, j'étais en train de me souvenir de son nom. Que j'ai beaucoup écouté Corneille. On peut la refaire si tu veux. Que j'ai beaucoup écouté Corneille. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup écouté Corneille. Parce que c'était un peu l'événement quoi. Ouais. Je me rappelle de la première fois que j'ai vu le clip avec classe. Je pense qu'il devait être 23h, c'était sur M6 Musique, un truc comme ça et en fait je vois ce mec débarquer, et je sais pas je crois qu'il y avait un bandeau qui disait qu'il était originaire du Rwanda ou un truc comme ça et je suis genre waouh. Déjà un mec du Rwanda. On a un chanteur et tout. À nous. Donc mes cousines étaient hyper fans de Corneille, elles allaient à tous les concerts, à fond. Moi j'étais moins dans le truc grande fan, mais quand même je connaissais presque tout. Ouais, voilà, j'étais modérée quoi. Mais ouais, j'ai beaucoup écouté ces chansons parce que je me suis reconnue dedans en fait. Ouais. Et puis même il y a une de ces chansons qui s'appelle Tel père tel vice. Qui, je pense, est la chanson qui m'a fait sortir d'amnésie autour des agressions sexuelles que j'ai vécues. Et tu vas te un sujet. Ouais, on se marre. Tu vois, là. Écoutez, un trublion. Mais ouais, j'ai beaucoup écouté cette chanson et en fait, je pleurais sans raison en l'écoutant et je l'écoutais en boucle et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, aujourd'hui, c'est limpide, quoi. Mais donc comme quoi j'ai beaucoup poncé Corneille ouais j'imagine mais tu blagues dessus je sais pas qu'est-ce qui est devenu Corneille, il fait encore des trucs, on sait pas, enfin moi je sais pas. Je crois qu'il fait encore des trucs, il fait encore des sons, je sais pas ce que c'est son dernier album, j'avoue, j'ai pas non plus, trop suivi. J'avoue, moi non plus. Il a les cheveux plus courts. Je t'informe sur la situation capillaire de tout le monde, non? C'est bien. Je vois, c'est un critère pour toi. Voilà. Tu vois, la barbe de Jim Carrey, voilà. Les cheveux de Corneille, voilà, on y est. Non, mais il continue à faire de la musique dans une vibe, je sais pas, soul. Si tant est que ça puisse être. Je crois que j'ai pas bien décrit, mais je suis pas une spécialiste en musique. Moi non plus. Mais tu plaisantes sur lui, par contre. Ouais. En même temps, que tout le monde connaît. Ouais, c'est ça. Mais en fait, les plus jeunes, là, quand je fais des comédie clubs où le public est jeune, ils ont pas. Aucune idée de qui. Ils ont pas. Même le génocide rwandais, ils ont pas spécialement. Hein. Mais non. Ouais. Pour eux, Rwanda, c'est genre sponsor des maillots du PSG à une époque, quoi. Visite Rwanda. Ils ont pas. Ah ouais. Ouais. C'est fou ça quand même. Ouais. Et je savais pas quoi en penser au début. Je me disais c'est cool, c'est un signe d'évolution. Ça veut dire que le pays se résume plus qu'un génocide. à un drame.
Et en même temps, je me dis pour la mémoire, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je sais pas. Tu retournes? Non, j'y suis jamais retournée là pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est plein de questions, quoi. Le Rwanda, j'ai pas beaucoup de connexion avec ma famille là-bas, parce que quand même, enfin, mes parents ont perdu beaucoup de membres de leur famille. Ceux qui sont là-bas, je leur ai très peu parlé. Moi, pour moi, le Rwanda, ça a beaucoup été le génocide. Enfin, je le dis un peu en rigolant dans le spectacle, mais moi, dès que je disais que j'étais originaire du Rwanda, on me parlait du génocide, quoi, 5-6 ans, tout ça. Donc pour moi, c'était associé à ça, en fait. C'est pas très joyeux. Ouais, voilà. Mais t'as jamais voulu te reconnecter, parce qu'on a tous quand même ce besoin de se reconnecter avec sa racine. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tes racines, elles sont quand même là-bas. Oui, en partie, mais j'ai aussi, en fait, je me sens aussi liée à la Côte d'Ivoire. D'accord. On y a passé 2 ans, il me semble. D'accord. J'étais petite, mais c'est mes premiers souvenirs d'enfance, par exemple. Tu les as toujours? La Côte d'Ivoire. Attends, t'as des souvenirs de quand t'avais 2 ans et demi? Non, on a passé 2 ans là-bas, mais j'avais 3 ans. C'est là où on est passé avant d'aller en France. Mais tu te souviens des bribes de souvenirs, mais par exemple, mon plat préféré, c'est la tchéké, c'est un plat ivoirien. J'ai su hyper tard que c'était pas rwandais, la tchéké. Plein de trucs comme ça où je suis connectée à la culture ivoirienne, l'humour. Je sais pas si tu connais Gohou Michel. C'est un humoriste très connu en Côte d'Ivoire et notamment il y a une série qui s'appelle Ma Famille. Et en fait, je regardais beaucoup ça et donc c'est mes premières références d'humour culturel, tout ça. Et donc ouais, je me sens beaucoup connectée à la Côte d'Ivoire. Donc je pense que j'irai avant d'aller au Rwanda. Et puis après, moi, enfin, comme j'ai eu un parcours un peu bizarre dans ma vie, j'ai pas eu beaucoup de stabilité financière avant. On va dire pas linéaire. Voilà. C'est pas bizarre, c'est pas linéaire. Ouais. J'ai pas eu beaucoup de stabilité financière avant il y a 1 ou 2 ans, quoi. Ouais. Donc ça fait pas longtemps que je me prends des vraies vacances, que je prévois des voyages, tout ça. Donc ouais, je pense que ça va arriver que j'aille en Côte d'Ivoire et au Rwanda, mais ça te fait peur un peu, tu penses, ou pas? Enfin, comment tu le ressens? Qu'est-ce que dit ton corps? Tu prends des douches ou pas? Je prends des douches. Non, mais je pense que ça va me faire du bien quand même, parce que par exemple quand je vais à Bruxelles où il y a une plus grande communauté rwandaise, ça me fait un truc de voir des visages typés rwandais dans le métro. Ouais, il y a un sentiment de connexion et d'alignement, quoi. Donc je pense que ça va me faire du bien là-dessus, mais je pense aussi que ça va être lourd sur certaines choses, parce que la situation politique au Rwanda, elle est pas très claire non plus, avec ce qui se passe au Congo. Enfin, je sais pas, j'essaye de pas trop idéaliser non plus et de pas me dire je vais me reconnecter à moi-même et mes racines et tout ça, parce que aussi j'ai vu des membres de ma famille revenir un peu déçus, quoi, partir avec beaucoup d'attentes. Voilà. J'ai même je sais pas si tu vois qui c'est, Mayua. Ah non. C'est une copine, mais qui est assez connue sur les réseaux. Ouais. Et qui a fait un documentaire qui s'appelle Les Rivières. Ok. Et dans ce documentaire, elle parle de sa lignée de femmes, et entre autres, elle montre sa grand-mère qui était vietnamienne, voilà, qui est décédée, donc d'où l'imparfait, et qui a vécu là-bas, mais qui du coup décide avec son mari, pour sa retraite, de repartir au Vietnam. Et en fait, elle tombe profondément malade, ça c'est pas joli, tu vois, ce qui se passe. Et du coup, il la ramène en France de manière hospitalisée. Enfin, tu vois, c'est très compliqué. Ouais. Et en fait, quand elle revient en France, elle retrouve le goût à la vie. Enfin, tu vois, c'est lié aussi à la mère de Maï, donc la fille. Ouais. Tu vois. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais pour dire que parfois, quand tu retrouves à tes racines, c'est pas forcément génial ce qui se passe. En tout cas, c'est vrai que t'as tendance à idéaliser. C'est pas nécessairement... En fait, tes racines, elles sont là où tu vis aussi, quelque part. Ouais. Et donc, toi, tes racines, elles sont là.
en l'occurrence. Voilà. Aussi, d'une certaine manière. Mais on a quand même toujours besoin d'aller chercher. Oui, je pense que en tout cas, moi, j'ai ce truc, mais ouais. qui ne suis pas du tout rwandais par ailleurs. Mais, mais j'ai cette connexion au Rwanda. mais j'ai une petite connexion au Rwanda. Moi, je fais ce que je veux. Si j'ai décidé d'être connecté au Rwanda, je fais ce que je veux. Voilà. Prochain sujet. Ouais. Let's go. Prochain sujet. Non, mais prochain sujet, normalement, je fais pas tout, tu vois, c'est pas forcément, mais c'est parce que, voilà. Mais, agression sexuelle. Ouais. Enfin, même inceste, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont besoin d'un trigger warning, mais. On va parler d'inceste. Voilà. Comme ça, c'est dit. Voilà, on se le dit. T'arrives à faire des blagues sur le sujet. Ouais. Oui. Pareil. C'est la réponse la plus courte. Ouais. Bah ouais. Je t'aide pas, hein. Oui. Non. Oui, j'arrive à faire des blagues sur le sujet parce que je crois que déjà c'est comme, enfin, j'ai été élevée avec beaucoup de blagues sur plein de sujets, donc c'est ma manière de communiquer, de crever l'abcès, tout ça, et c'était aussi ma manière de m'exprimer en fait quand j'étais en thérapie, en groupe de parole, donc ça fait partie de moi, quoi. Et je me suis demandé, est-ce que c'est pathologique? Est-ce que je suis déconnectée de mes émotions? Est-ce que nanana, blabla? Non, je crois que c'est vraiment ma manière de vivre, en fait, la joie ou au moins la liberté de pouvoir parler. Est-ce que c'est pas une protection enfantine? Moi, je sais que je fais ça, hein. Par exemple, j'ai tendance à rire pour me protéger, tu vois. Ouais. Je ris pour me protéger parfois sur certaines choses, mais là de faire rire et de faire des vannes, en tout cas en étant frontal, quoi. En fait, c'est ma manière d'être franche, quoi. Donc ça, je sais que c'est une manière d'être alignée avec moi-même et authentique. Et puis ouais, en thérapie, en fait, c'est comme ça aussi que je communique avec ma psy, mais parce qu'elle est marrante aussi. Et je trouve que ça me permet de dire plus de choses. Ouais. Et de pas me soucier de si j'ai traumatisé les gens ou pas. Parce qu'il y a ça aussi. C'est trop bizarre quand t'es un hôpital psychiatrique et que tu fais que des blagues, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle fout là, non? C'est genre, en fait, ça va bien, ça a l'air de bien aller, quoi. Ouais, à une époque, dans le spectacle, je disais, les infirmiers, dans leur salle, ils doivent se dire, ça va, le Joker! Donc, il y a un truc comme ça où, ouais, ça a l'air chelou, j'ai accepté d'être chelou. Non, mais pour les gens qui nous écoutent, c'est un truc important aussi. Parfois, il y a des amis qui font des blagues. Et qui rigolent beaucoup, mais c'est pas pour ça qu'ils vont bien. Ouais. Donc déjà, et en plus, moi, je crois que je fais plus de blagues quand je vais bien que quand je vais mal. Ça, c'est un truc, par exemple, même en écriture, je suis pas du tout dans la team artiste torturé qui se nourrit de son mal-être, quoi. J'écris très très peu quand je vais pas bien et après à l'hôpital, enfin moi je crois qu'il y a aussi un côté où à l'hôpital j'étais en sécurité au final, parce que là où j'étais pas bien c'était chez moi quand j'arrivais pas à sortir de mon lit et me faire à manger. Donc au final l'hôpital où il y a du monde autour, il y a des gens qui s'occupent des besoins vitaux de base, je suis déjà un peu sauvée à ce stade-là, et donc je retrouve mon tempérament de faire plein de vannes. Et puis en fait j'étais avec plein de personnes jeunes, et il y a aussi ce truc de on peut pas pleurer 24 heures sur 24, quoi. C'est pas réaliste. Enfin on peut, mais après ça fait mal. T'as l'air de parler d'expérience. Même pas. Non. Après ça fait mal, et après il y a tout qui coule, et du coup tu te noies. Et c'est compliqué, hein. Voilà, après faut apprendre à nager. Tu vois, c'est pour ça que je disais avant de commencer que je nageais beaucoup. Voilà, on sait pourquoi maintenant. Non mais je pense que ça permet de détendre l'atmosphère un petit peu, et de vivre en communauté, quoi. Enfin, c'est juste que moi le dark 24 heures sur 24, j'y arrive pas. Je comprends. J'y arrive pas. J'ai appris avec le temps à accepter plus d'autres émotions à pas avoir besoin comme ça d'être tout le temps dans le allez, let's go. T'es pas Géo.
Non, là, ça y est, j'ai rendu mon t-shirt au Club Med. Je me pose. Mais ouais, je pense qu'il y a besoin quand même de pouvoir rire un peu. En tout cas, à l'hôpital, c'est ce qu'on faisait. Et je pense que c'est ce qui nous a fait du bien pendant notre séjour. Je sais pas, enfin... Je veux pas généraliser, je veux pas dire aux gens l'hôpital psychiatrique c'est super marrant, mais en tout cas là, quand j'y étais, il y avait une bande où ça collait et ça nous a permis de supporter cette période-là quoi. On va revenir à l'inceste quand même, parce qu'on l'a passé très vite, mais ouais. Est-ce que c'est un truc dont on peut se remettre vraiment? C'est un truc dont on parle très peu alors que ça touche, je sais plus exactement les stats, mais je crois que c'est 4 enfants sur 20 ou 6 enfants sur 20. C'est une personne sur 10. Oui. Et du coup, dans une classe, par exemple, il y a 2-3 enfants touchés par l'inceste. Donc, et en plus, je crois que ça, c'est les chiffres de l'inceste, mais donc la pédocriminalité, ça augmente aussi. Et je ne sais plus quelle était Est-ce que c'est une chose dont on peut se remettre? Ouais. C'est ça? Alors, c'est une bonne question parce que moi, j'ai du mal avec les condamnations. Comment avec ça? le côté, on ne s'en remet absolument jamais, ça n'est pas possible, tout ça. Enfin, je sais qu'il y a des autrices qui ont parlé d'inceste et qui, moi, m'ont permis aussi de me construire et de valider beaucoup de mes ressentis qui, elles, pensent qu'on ne s'en remet jamais. Moi, j'arrive pas à adhérer à ça parce que si c'est impossible de s'en remettre, à quoi bon je retourne à l'hôpital. À quoi bon continuer et vivre, quoi. En vrai, c'est ça, donc ouais, la fatalité... j'ai du mal à m'y faire. Après, il y a des conséquences, oui, pendant très longtemps et qui affectent notre quotidien. Moi, je pense que en fait, je reviens de tellement loin en termes de santé mentale, de mal-être que là, moi, je me sens bien et c'est vrai que j'ai l'air d'aller super bien et je pense que c'est la réalité. Je me mens pas. Mais si je regarde dans les faits, est-ce qu'on peut dire que je m'en suis remise alors que je prends toujours des antidépresseurs tous les jours, j'ai une auxiliaire de vie parce que je suis pas encore capable tout le temps de gérer mon ménage, mes courses, j'ai des troubles alimentaires liés à ça. Avant j'avais des addictions que là maintenant j'ai arrêté, mais donc les troubles alimentaires c'est très proche des addictions. Je sais pas si tu sais ou pas. C'est un peu les mêmes. C'est une conduite addictive, mais soit à la privation d'alimentation, soit au fait de manger beaucoup. Mais en fait, c'est les mêmes. Je savais pas du tout. C'est des mécaniques très proches et qui permettent en fait de se dissocier de ses émotions. Et donc moi j'ai encore des troubles alimentaires. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont liées à ça. Même ma vie amoureuse. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à faire confiance, à pas avoir l'impression d'être une personne bizarre, hyper cassée, tout ça. Là, ça fait pas longtemps que je suis en couple, ça fait genre 5 jours, je crois. Et super. Alors, attends, j'ai une solution pour toi. Tu n'es pas en couple. Non. Tu es en date. Non. Ça fait plus jours. longtemps que je connais la personne et qu'on se voit. Mais d'accord. Ça fait 5 jours que je suis officiellement en couple. D'accord. J'allais dire 5 jours. T'es en date, meuf. Là, ça y est, je suis sauvée. Enfin, sur ce plan-là, ça fait 5 jours quand même que je vois quelqu'un. Donc, ça y est, ça, je peux le valider. Ça, c'est check. Non. Non, ça fait 5 jours qu'on s'est dit, voilà, bon, on se voit depuis plus longtemps. Mais ouais, dans ce domaine-là, j'étais très affectée. Enfin, donc voilà, le côté on s'en remet jamais. Si on le comprend dans le sens il y a des conséquences dans notre vie pendant très longtemps, oui, c'est vrai. Mais par contre, on reste pas dans un état de zombie et de tristesse permanente à vie, quoi. Et heureusement, parce que sinon, moi, j'en pourrais plus. Moi, ça me fait du bien d'avoir
d'avoir des modèles qui construisent une vie. Il y a une chanteuse qui s'appelle Mylan. Ah, je la connais. Mais parce que tu connais tout le monde, en fait. Tu connais tout le monde. Je la connais par son frère. Je la connais par Maï. Ah. Donc j'ai parlé tout à l'heure. Ok. Et j'ai interviewé son frère, Kim. Ok, d'accord. Voilà. Et bah, Mylan. Il y a un petit bouquin qui est là, je pense. Sur l'inceste. Ouais. Elle a écrit plusieurs bouquins à destination des enfants, d'ailleurs. Il y en a un qui s'appelle Le Loup, qui parle d'inceste. Son dernier, c'est Interdit de me faire mal. Il me semble, j'espère ne pas mal citer le titre, mais donc ça parle plus globalement des violences éducatives, quoi, ordinaires. Et donc Mylan, je trouve que c'est un modèle qui me donne beaucoup d'espoir, parce qu'en fait elle parle d'inceste, elle est pas dans le déni dessus, elle se raconte pas que c'est que tout est derrière elle, mais par contre elle a une vie, elle a envie de véhiculer de l'espoir, de la joie. Et moi, il y a un truc qui m'a beaucoup soulagée, quoi. D'abord en rencontrant ses œuvres, parce que je la connaissais pas, et ensuite en la rencontrant elle-même, où je me suis dit ok, en fait, enfin je suis pas condamnée, quoi. Et je pensais aux gens qui nous écoutent, et je disais, Le Loup, c'est une petite BD pour enfants, et c'est fait pour les enfants, pour les aider à mieux comprendre ce qui est possible ou pas dans la relation aux adultes. Parce qu'en fait, un enfant, il sait pas non plus. Ouais, c'est ça, il a pas de code, il fait confiance. C'est ça. Ouais. Et c'est tout le problème de l'inceste, pareil. Ouais. Et d'ailleurs, un truc, mais bon, je le dis, et c'est pas. Mais l'inceste, c'est pas forcément des pédophiles non plus. C'est là où ça devient plus complexe. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire de l'inceste sans avoir à répéter le truc sur d'autres enfants. C'est ça où ça devient hyper compliqué, quoi. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu du côté victime, mais j'ai l'impression que du côté agresseur, c'est un truc qui est aussi hyper compliqué. Enfin, je sais pas. J'ai jamais interrogé du côté agresseur, moi pendant très longtemps, j'ai soutenu psychologiquement mon grand frère, donc qui est mon agresseur, parce que encore une fois, je pense que c'est très connecté aussi à ce truc de survivant et de il faut pas se plaindre des choses et machin. J'avais l'impression que c'était pas grand-chose ce qui m'était arrivé, et donc je l'ai beaucoup aidé mentalement, parce qu'il se sentait très coupable. Lui m'a demandé pardon. Il a essayé de faire son maximum pour réparer les choses, et c'est même lui qui partait à des moments à Noël pour pas que je sois obligée de faire Noël avec lui. Mais mes parents, eux, ils étaient dans un truc. Mes parents, ils nous faisaient fêter notre anniversaire en même temps. Hein. Parce qu'on est né pas très longtemps après. Mais il y a un truc. Oui, mais ils sont dans un truc de déni et de. Eux, je pense que eux, dans leur logique, il y a aussi un truc de ils ont tout fait pour conserver une famille, et donc il faut la maintenir. Mais je crois que c'est pas spécifique non plus que à leur histoire personnelle ou la mienne, parce que c'est un truc qui se reproduit beaucoup dans les familles, peu importe l'histoire, ce truc de en fait c'est la victime qui se retrouve à être éloignée, exclue de la famille, parce que en fait il y a un déni comme ça de c'est pas si grave, ou c'était il y a longtemps. Arrête de créer des problèmes. Un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça, et c'est pour ça aussi que dans le spectacle, je dis que j'étais la CGT de ma famille. C'est un peu ce truc-là de genre, j'arrivais avec mes revendications tout le temps, alors que tout le monde dit là, mais ça va, on s'amuse, tout le monde prend sur soi, ravale ses douleurs, Et je vous promets que c'est super drôle. On me l'a pas dit. Non, parce que bon. On me l'a pas dit aussi explicitement, mais c'était un peu ça. Mais donc mon grand frère, j'ai beaucoup parlé avec lui de ses états d'âme. À un moment, j'ai arrêté parce que je me suis dit, mais enfin, ça n'a aucun sens que ce soit moi. C'est moi la victime, en fait. Ouais, qui m'occupe de lui. Mais c'est vrai que c'est un truc particulier à naviguer, parce que comment tu répares? Est-ce que tu peux vraiment faire quelque chose quand t'es un enfant qui a pas eu de repères, qui parfois a déjà lui-même vécu des agressions? Quelle est ta part de responsabilité, tout ça? Donc ça aussi, psychologiquement, il y a un gros truc qu'on a besoin d'étudier, sur lequel on a besoin d'avancer, mais
là où moi je trouve ça important de parler des victimes et de leurs ressentis et tout ça, c'est que justement j'ai l'impression que c'est aussi un des premiers trucs vers lequel on va. C'est soigner les agresseurs et comment vont-ils et comment les réhabiliter et comment on s'est énormément préoccupé de mon frère et de tout ça et on parlait plus de lui que de moi-même, quoi. Comment t'expliques ça? C'est fou. Non, enfin, je veux dire. Parce que c'est le truc de la paix sociale, quoi, la plus facilement obtenue, parce que si on résout le problème de l'agresseur, ça y est. Il y a plus on ferme la on ferme la page, voilà. Si tu pardonnes à ton agresseur, allez, il y a plus de questions. Alors que si toi tu t'occupes de tes émotions, tu reconnais que c'est grave et que en fait, c'est intolérable qu'il se soit passé ça et qu'on puisse fréquenter cette personne, ça veut dire qu'il faut passer à l'action, exclure cette personne-là, reconnaître que en tant que parent, on a failli, par exemple dans ma situation. Donc ça fait beaucoup de choses à mettre en œuvre, alors que la victime qui prend sur elle, c'est juste une personne, et puis allez, on peut continuer à avancer sans en prendre compte, quoi. Et tu arrives aujourd'hui à être en paix avec, je sais pas, c'est avec ton frère déjà. Avec ton frère, ça me semble compliqué, mais en tout cas avec la situation. Je me sens plus en paix avec mon frère qu'avec mes parents, par exemple. Bizarrement. Mais bizarrement. Non, mais parce que je crois vraiment qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour me demander pardon. Je pense pas avoir pardonné encore totalement. Mais parce qu'en plus, à une époque, au tout début, il m'a écrit une longue lettre et je lui ai dit très vite, mais je te pardonne et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que non, j'étais pas du tout connectée à mes émotions, et je savais pas ce que c'était que de se connecter à son corps, à ses douleurs, à son corps, à tout ça. Mais parce qu'en plus, ça, c'est la dissociation des émotions. C'est un symptôme traumatique. Qui permet de survivre, mais du coup effectivement, on vit dans un truc où pour survivre dans un environnement où tous les jours tu te lèves, tu prends ton petit déj, il y a ton agresseur chez toi. Ouais, c'est un mindfuck de ouf. Tu vois, donc forcément tu vis coupé de ça, parce que sinon comment tu fais pour aller apprendre le théorème de Pythagore, en fait? Genre, par exemple. Tu sais, tu passes 15 ans à faire. Voilà. Il faut regarder la vidéo, ça vaut le coup. Je le refais. non, mais c'est ça, en fait. Il y a un truc comme ça pour survivre, où on se dissocie de ses émotions. Donc ouais, j'ai cru lui avoir pardonné à une époque, et je lui ai dit très vite et machin. Puis il y avait aussi un côté où j'avais peur, parce que je me disais, qu'est-ce qui va se passer si je le pardonne pas? Il y avait aussi ce côté-là, donc j'étais là en mode ouais, je te pardonne, ouais. Et puis tu prends le poids de c'est moi qui est en train de rompre la famille, entre guillemets. Ouais, c'est ça, on porte un gros truc sur soi, quoi. Et donc ouais, je me suis dit ça à un moment. Avec les années, je me suis rendu compte que non, pas du tout. Et là, je sais pas, il y a un truc où je pense qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, quoi. Mais par contre, ouais, mes parents, c'est plus complexe, parce que pour eux, on a souffert autant l'un que l'autre. C'est dur pour les deux. On ne peut pas se séparer de lui. Moi, je suis un peu la malade de service et la colérique, parce que en plus, sur le papier, je suis celle qui va voir des psychiatres et qui va en hôpital psychiatrique, donc je suis celle qui a besoin de se calmer. Donc il y a un côté un peu hystérique. Exactement, exactement. Donc il y a tout ça, en fait, qui est pas réglé avec eux, et c'est aussi pour ça que j'ai coupé les ponts à un moment, parce que je me suis dit, mais je peux pas continuer à vivre pour qu'ils me croient, quoi.
je peux pas passer mon temps à les emmener chez tel et tel psy pour que le psy leur redise que c'est pas ok, que machin, leur demander de lire tel bouquin, tout ça. J'avais besoin de m'occuper de ma vie et de me dire limite, peut-être que là-dessus, j'aurais jamais de reconnaissance. Une résolution, ouais. Ouais, ou de résolution, mais au moins je me construis une vie, et en fait, en me construisant une vie qui ne tourne plus que autour de ça et de cette résolution-là, en fait, je m'apaise parce que on m'a pas tout enlevé, en fait. Parce qu'à une époque, j'étais aussi hyper en colère et triste parce que je voyais ma vie s'écrouler et que c'était directement lié à ça. Enfin, bien sûr. Mon cerveau vrillait, il y avait plein de choses que j'arrivais pas à faire, et moi, je voyais mon frère réussir brillamment dans plein de domaines de sa vie, et tout le monde le célébrait, et j'avais un seum, je crois. Non, mais c'est ça le terme, c'est le seum. Hein, je pourrais trouver un terme plus psychanalytique et tout. Non, c'est le seum en fait. Ouais, un truc de. C'est pas possible. Ouais. Alors que maintenant que je m'occupe un peu plus de ma vie et que ça va mieux, j'ai un truc de. Bon. Regarde, il fait pas le podcast lui. Tu as vu ou pas? Bam. Bam. Enfin, Vlan. Exactement. Mais ouais, c'est ces trucs-là où après, je crois que un élément de réparation aussi, c'est de me rendre compte que j'ai le temps pour les choses. Avant, je voulais tout résoudre tout de suite et tout. Là, maintenant, je me dis, en fait, je suis pas pressée, j'ai pas besoin de savoir tout de suite, est-ce que je vais un jour pardonner à mes parents, est-ce que un jour j'aurai complètement pardonné à mon frère, machin, tout ça. Je me dis, je me laisse vivre et avancer, vivre des trucs, et puis je verrai, quoi. Mais ce que je trouve très beau, par contre, enfin, je sais pas si tu t'en rends compte, mais je pense que oui, c'est que tu parles de tes parents de manière très belle. En tout cas, t'as commencé comme ça, tu vois, et donc tu reconnais énormément de choses, tu vois, même si tu leur en veux et que voilà, t'es pas en paix avec eux aujourd'hui. Tu t'es pas en train non plus de les disqualifier intégralement, tu vois ce que je veux dire? Parce que beaucoup de personnes ont tendance à faire. Ouais, parce que c'est pas possible de les disqualifier totalement. Je suis encore en vie grâce à eux. Ils m'ont transmis plein de trucs. Je pense même que l'humour qui me fait vivre, ça vient d'eux. Donc non, je peux pas les disqualifier totalement. Surtout que eux aussi, ils ont essayé de faire des choses. Enfin, ils m'ont accompagné à un moment chez des psys, machin, tout ça. Donc c'est pas 100% le bien ou le mal. Mais parfois, c'est ça aussi qui rend les choses difficiles pour s'accorder de l'espace à soi. C'est que quand on vit avec des personnes qui sont les grands méchants et que c'est hyper clair, là, c'est simple de couper et de... Voilà. Quand tu vis avec des gens marrants qui, en fait, t'aiment quand même d'une certaine façon et machin, tout ça, tu te dis plus qu'est-ce que je fais, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, donc Maï, toujours pour revenir à elle, qui vient d'une famille incestueuse, que sa mère a subi l'inceste de son père. Elle dit dans le documentaire, donc toujours Les Rivières, que il est dit d'une certaine manière que l'inceste c'est aussi une forme d'amour. Tu vois, c'est là où ça devient un mindfuck. Je vais être en désaccord. Sois en désaccord. Je suis complètement. Vas-y, sois pas d'accord. J'ai juste envie de dire non. Non. Ça, non. Enfin, je pense que c'est dit dans, je sais pas, enfin dans des œuvres, dans des choses comme ça. Mais moi j'y crois pas du tout. Peut-être que je la cite mal, attention. Elle va m'en vouloir. C'est moi qui raconte n'importe quoi. Non, mais en tout cas, c'est des paroles que j'ai déjà entendues ailleurs. Merci de me sauver. C'est sympa. C'est des paroles que j'ai déjà entendues ailleurs. Je pense qu'on peut être tenté d'y croire pour se soulager aussi, parce que c'est dur de se dire on a voulu me détruire, quoi. On veut purement me faire du mal. Mais en fait, l'inceste et les violences sexuelles en général, c'est une question de domination, quoi. Pure et dure. C'est je peux, donc je fais. J'ai ce pouvoir-là, donc je l'exerce. Après, il y a des gens qui ont plus ou moins de repères et qui après se rendent compte que c'était pas ok. Mais par exemple, je trouve qu'un exemple qui me parle beaucoup, c'est là je parle du viol, enfin en général.
On dit beaucoup, non mais c'est des pulsions, c'est une personne qui a des pulsions et tout. Et je sais plus où j'avais lu, mais c'est marrant, ces gens, ils ont jamais des pulsions sur leur patron ou sur, enfin, tu vois, c'est tout le temps sur des personnes subordonnées où en fait ils savent qu'ils peuvent exercer un pouvoir, il y a quoi. une relation de domination. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Et puis il y a aussi une déshumanisation en fait de la personne en face, parce que quand même on lui enlève toute capacité de choix, de désir. Donc pour moi c'est l'opposé de l'amour, parce que l'amour c'est de l'écoute, c'est enfin je sais pas, un échange, du soin. Donc voilà, c'est pour ça, c'est en ça que je suis pas d'accord, mais je comprends pourquoi ça peut aider certaines personnes de croire ça, parce que ça peut participer à s'apaiser avec, mais ça détruit. On va pas se mentir. Ouais. Et pour les gens qui nous écoutent, il y en a forcément qui ont subi, malheureusement. Ouais. On sait à quel point ça détruit. Ouais. Et, voilà. Et vous n'êtes pas seul aussi. Aussi, ouais. Je sais pas, quand t'es jeune, pour le coup, tu dois te sentir très seul, non? Sur ce genre de situation. Alors Parce moi, qu'il n'a pas conscience que ça arrive souvent. Ouais. Bah déjà, moi, j'ai fait une amnésie traumatique. Donc j'ai oublié ce qui m'était arrivé. Je m'en suis rappelée à 16 ans quand mon frère est parti aux États-Unis. Et souvent ça arrive, ça, dans des moments où l'agresseur s'éloigne, où il y a un décès dans la famille, ou alors quand on a une grossesse ou une naissance, c'est à ces moments-là que la mémoire traumatique se ravive, quoi. Et donc ouais, moi c'était à mes 16 ans que je m'en suis rappelée, donc mais même à 16 ans en fait, on est relativement jeune et je savais pas trop à qui en parler. Je sais que j'en avais parlé à une pote et en fait elle avait fondu en larmes, du coup après je la consolais et j'étais en mode tu sais, ça va aller. Non, il y a tout un truc comme ça de manque de repères, mais c'est pour ça que je trouve ça indispensable en fait, le travail de Mylan, d'associations qui vont informer les enfants, qui vont leur dire que c'est pas normal, que on peut en parler à des adultes. Et je crois que c'est dans Le Loup ou dans d'autres livres, mais je crois que c'est dans Le Loup où Mylan dit parlez-en jusqu'à ce qu'on vous écoute, parce qu'il y a aussi des adultes qui vont pas vous écouter. Et donc d'avoir des codes comme ça permet de réussir à le penser, parce qu'au début c'est un truc qui existe tellement pas, qu'on n'arrive tellement pas à penser que on est sidéré, quoi, on n'arrive même pas à comprendre ce que c'est, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas traité, dont tu parles dans le spectacle? Je suis en train de chercher dans ma tête. Franchement, il y en a, mais... Il y en a quelques-uns, on va pas tout dévoiler non plus, parce que sinon c'est... Ben, n'allez pas voir le spectacle, non, on mais vous a tout fait. de quoi... qu'est-ce que quoi on n'a pas parlé de racisme, mais bon... C'est vrai. Il y a d'autres personnes qui peuvent en parler. On n'a pas parlé de racisme, on est concernés tous les deux, mais... Ouais. On n'a pas parlé de quoi... du côté LGBT. Mais ouais, c'est vrai. La tribu de l'arc-en-ciel. On n'a pas parlé de ça, mais pareil, il y a d'autres personnes qui peuvent en parler. Hein. Tout le monde peut parler de plein de choses, hein, cela dit. Ouais. Mais, mais c'est aussi pour donner aussi envie ouais. Pas donner envie, mais en tout cas dire aux gens, il y a vachement plus dans le spectacle. Ah oui, bien sûr. Je parle de mon célèbre chat, Jeanne-Paul Sommeguivito. C'est vrai. Voilà. Il faut voir pour comprendre. Voilà. Mais ouais, il y a plein de choses. Le bac. Ah si, on a parlé du rapport quand même aux notes et aux résultats et à tout ça. Un petit peu. Mais ouais, il y a plein de trucs, et surtout voir les vannes en vrai, c'est autre chose que à travers un écran, c'est autre chose que ça n'a rien à voir. Et puis quand on les raconte, et puis de rire ensemble, C'est ça, rire ensemble. Pour moi, il y a je pense qu'on sous-estime l'importance du rire ensemble. Ouais. Tu vois, surtout dans cette période légèrement dystopique. Ah ouais. Tu vois. On a besoin de se dire, il y a des gens avec nous. Rigolons ensemble. Ouais. Merci beaucoup. Le podcast s'appelle Vlan. Donc là, savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Et t'as le droit de faire une réponse longue sans faire de tunnel. On en parlait pour la blague, on en parlait juste avant. Ouais. J'ai envie de claquer la porte au tabou, quoi.
Je trouve que s'il fallait claquer la porte à quelque chose, c'est vraiment ça. Ça enferme inutilement. Même les gens qui les créent, ils pensent se protéger, mais c'est pas tant la réalité que ça. Donc ouais, j'aimerais que les gens s'autorisent à parler de tout et que ouais, on puisse connecter encore plus en tant qu'être humain, quoi. Est-ce que tu peux parler de tout en étant respectueux quand tu connais pas le sujet? Ah, bah parfois on peut Genre les blancs qui parlent de racisme. écouter les gens qui parlent. C'est vrai que Maintenant que tu le dis. les tabous c'est bien. Mais on peut écouter les gens aussi, ouais, mais Petite réflexion philosophique de fin d'épisode. Oui, mais de toute façon, les blancs qui parlent de racisme, ils sont pas soumis à un tabou, parce que vu qu'ils en parlent depuis et si librement, et voilà. D'ailleurs, est-ce que ça existe vraiment le racisme? Voilà. Hein? Voilà. Tu Et vois? est-ce que les vrais racistes ne sont pas les antiracistes? Ah ah. J'en ai marre. Mais ouais, non, franchement, je veux claquer la porte au tabou et ouvrir la porte à quoi? À l'amour. Oh. C'est L'avant de 5 jours. C'est ça. 5 jours. Formidable. Voilà. Big up à toi. Je sais pas si quand le podcast va sortir, on sera toujours ensemble. J'espère. Mais Attends, 5 jours, c'est plein d'espoir. Tu vois. non, mais oui, à l'amour en général, l'amour amical, Amour de soi. amour de soi. Il y a plein de formes d'amour, ouais. Exactement. Merci beaucoup, ma Marie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Blanc. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.